C'est une histoire qui se déroule encore plus au nord que le dernier Lapon. On est sur la côte de la mer de Barents, en Laponie toujours, mais c'est l'extrême nord de la Laponie. C'est une région qui est donc bordée par l'océan Arctique et la plupart de l'action se déroule sur une petite île qui sert de centre logistique pour l'industrie, pour les opérations pétrolières et gazières en mer de Barents. Et cette île est aussi utilisée l'été par les éleveurs de rennes comme un pâturage d'été pour les rennes. Et donc il y a régulièrement des conflits entre ces deux intérêts. D'un côté les éleveurs de rennes, de l'autre les habitants de la ville et ses intérêts industriels. Donc c'est la toile de fond du détroit du Loup. L'idée, c'est de faire vivre cette région et de la faire vivre avec ses conflits, avec ses contradictions. C'est de faire vivre une région qui, généralement, est passée sous silence. Ça fait 20 ans que j'habite à Stockholm. Les gens de Stockholm, pour la plupart, ignorent tout à fait ce qui se passe là-haut, ont une méconnaissance quasi totale des Samis, si ce n'est une image un petit peu cliché à la fois de ce peuple et de la vie du Grand Nord. Et moi, c'est vrai qu'au cours de mes reportages, c'est la partie documentaire dont vous parlez, depuis 20 ans, j'ai vagabondé dans cette région. J'ai entendu beaucoup d'histoires, j'ai entendu beaucoup de ressentiments, j'ai ressenti aussi beaucoup de frustration de la part des gens qui habitent là-haut, qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Dans le sud, de ne pas être entendus dans les capitales, que leurs problèmes ne sont pas pris en compte et qu'on a une vision d'eux qui est galvaudée. Donc c'est vrai que j'ai découvert aussi à travers la situation des Samis, là-haut, qu'il y avait un décalage énorme en fait entre l'image des peuples nordiques qui ont plutôt une bonne réputation à l'étranger et la façon dont ce peuple sami, qui est le peuple aborigène d'Europe du Nord et le dernier peuple aborigène d'Europe, comment ce peuple était traité et discriminé dans ces pays-là. Donc ce décalage m'a intrigué en tant que journaliste et c'est ça, c'est vrai, qui m'a donné envie de raconter, ensuite de mettre en scène ces histoires-là pour essayer de toucher aussi un public plus large, donc par la voie du roman. J'étais il y a un an, j'étais à une table ronde d'un festival comme ça, à côté de Deon Meyer, la star du polar sud-africain. Et on comparait un petit peu les affaires justement criminelles dans les pays. Et on était arrivé à la conclusion qu'en Afrique du Sud, il y a autant de meurtres en un jour qu'en un an en Norvège. Voilà, ça donne un peu une idée des proportions. Donc c'est vrai qu'on ne meurt pas autant, peut-être, on est toujours un peu étonné qu'il meurt autant de gens dans les polars scandinaves. Dans la réalité, c'est vrai qu'on meurt assez peu de façon violente dans ce pays-là. En revanche, c'est vrai que les journalistes norvégiens qui vont faire des reportages de temps en temps dans le Grand Nord, ils sont toujours surpris de voir à quel point, finalement, ce Grand Nord, c'est une région un peu sans foi ni loi. C'est une autre civilisation, c'est un autre genre de vie. Et dans certains cas, on prend un peu la loi entre ses propres mains et voilà, on adapte un petit peu parce qu'on considère qu'on est dans une dimension, sur une autre planète à un tel point il faut adapter un peu la réalité malgré tout. Et c'est vrai que, alors on ne meurt pas, il n'y a pas des meurtres tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'il y a des tensions, qu'il y a des règlements de compte et qu'il y a des vrais problèmes dans ces coins-là. Quand je me suis jeté dans l'écriture du Daniel Lapon, donc le premier, j'avais pas l'idée de commencer une série. J'avais l'idée de faire un polar sur la police des rennes, basta. Et puis,
Le Dernier Lapon, c'est mon premier roman. J'avais jamais fait ça avant. Jusque-là, j'étais un journaliste bête et discipliné qui se refuse à toute fantaisie. Et c'était très bien comme ça. J'étais très heureux comme ça. Et tout d'un coup, en me lâchant, en commençant à travailler avec Le Dernier Lapon, je me suis lâché et ça a été une explosion d'idées, de créativité, de machins saugrenus. Et heureusement, je me suis rendu compte que beaucoup des idées que je trouvais excellentes n'avaient pas leur place dans Le Dernier Lapon, parce que ça aurait été totalement foutraque, sinon, ça aurait été illisible. Et je me suis dit, ça pourrait faire des suites. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des suites. Donc l'idée du Détroit du Loup, qui vient de sortir, est née comme ça. La situation, de mon point de vue, ne peut qu'empirer à court terme, moyen terme. Parce qu'il y a... Aujourd'hui, c'est un petit peu tassé, puisqu'il y a le prix du pétrole et du gaz est assez bas, donc les investisseurs du pétrole et du gaz hésitent à aller explorer dans l'Arctique, parce que c'est extrêmement cher d'aller explorer, mais ils y reviendront. Ils y reviendront, et en disant qu'ils ont toutes les garanties en cas de problème, d'accident, de marée noire, qu'ils auront une maîtrise parfaite de tout ça. Ce qui est un leurre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un leurre, mais on est dans une telle logique de développement, une telle logique de croissance. Et comme l'Institut géologique américain a fait des estimations disant qu'il y avait entre 20 et 25% des ressources non prouvées de la planète en gaz et en pétrole qui étaient au-delà de ce cercle arctique, voilà, l'appel pour les industriels est tellement fort, et pour les politiques est tellement fort que ce n'est pas 3 éleveurs de rennes, 2 Inuits et quelques Pékins qui habitent là-haut qui vont les ralentir, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Il y a des tas de gens qui sont impliqués pour essayer soit de stopper, soit de ralentir ça. Mais moi, je suis, en tant que journaliste, pour le coup, toutes ces histoires de développement dans l'Arctique depuis une dizaine d'années maintenant, il y a une logique c'est un rouleau compresseur qui est terrible, quoi. Il y a eu un changement de gouvernement il y a un mois, donc on va voir si ça change maintenant, mais disons qu'il y avait une logique quand même localement de dire l'emploi est prioritaire, la croissance, et tant pis pour les dégâts. Je suis totalement inculte en matière de polar, malheureusement, mais j'essaie de me refaire, de m'arranger, de m'améliorer. C'est vrai que je lisais très peu de polar avant. J'ai lu quand je suis arrivé en Suède il y a 20 ans, j'ai pas lu Mankell par exemple, j'ai pas lu Cheval et Valou qui sont les pères et mères du polar scandinave. Mais quand je suis arrivé en Suède il y a 20 ans, les adaptations télévisées de leurs polars, à la fois Mankell et Cheval et Valou, passaient en boucle à la télé suédoise. Donc en fait, j'ai pas lu leurs bouquins, mais je connais les histoires par cœur et j'ai en partie appris le suédois avec eux.